Mais je suis en réunion, moi. C'est un peu... attends, hein. Paramétrer. Voilà. Webinaire. Et est-ce que ça commence? Est-ce que ça marche à ce moment? Oui. Ben donc, je vais lancer le webinaire. Oui, je laisse. Tu me remets host, Water. Mais je pense que vous êtes le host encore. Je ne suis pas sûr. Attends, je vais regarder, hein. Je vais essayer. J'espère. On est en direct, hein, Water. Voilà. Ça va? Oui. OK, je laisse. Bon, je lance. Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre. Oui, bonjour et bienvenue à ce 3e mercredi de mai des Journées internationales de l'infirmière. Donc, je remercie Essity, Randstad, Saint-Luc, UCL Bruxelles et l'UGIP pour leur partenariat. Et on va commencer avec un petit rappel des missions de l'ACN. Donc, l'ACN, c'est vous représenter, vous informer et vous former. On peut passer à la dia suivante. Donc, on peut aussi passer à la suivante. Donc, s'affilier, c'est soutenir l'ACN et vous soutenir dans notre présentation. Vous aurez une information régulière sur l'actualité, des réductions sur les congrès, sur les formations. Et quand vous avez besoin, vous pouvez aussi contacter nos experts et vous aurez des réponses précises et pertinentes sur toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à notre profession d'infirmier ou d'aide-soignante. Voilà. Je vais vous présenter les oratrices d'aujourd'hui. Donc, nous avons Madame Muriel Dullière qui est infirmière et qui va nous présenter infirmière infirmière au cœur de l'e-santé. Donc, Madame Dullière est infirmière chercheuse dans le cadre du projet Interact IT for Anxiety. Et ensuite, nous aurons Madame Tribels, directrice de la maison de repos Regina de l'intercommunal Inago. Et elle va nous présenter le projet Tube, une maison de repos où il fait bon vivre comme chez soi.
Donc, vous pourrez poser vos questions via le question-réponse qui est en bas de l'écran. Et on y répondra après l'intervention de nos deux oratrices. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par... Que se passe-t-il? Je ne vous ai plus à l'écran. Voilà. Donc, Madame Dullière va nous présenter l'infirmière au cœur de l'e-santé. Donc, Madame Dullière est infirmière en soins généraux. Elle détient un master en santé publique. Elle est spécialiste en oncologie. Elle a fait 15 années de recherche clinique en oncologie à l'Institut Jules Bordet. Elle est coordinatrice de la recherche dans une start-up qui a développé l'hypnose par réalité virtuelle pour gérer la douleur et l'anxiété depuis septembre 2020, coordinatrice de septembre 2020. Donc, merci de votre participation et je vous laisse parler. Merci. Merci, merci. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai eu quelques cafouillages dans l'audio juste à l'instant. Madame Dullière, on voit l'affichage des notes. Ah, pardon, oui. Voilà, merci. Voilà, comme ça c'est mieux. Parfait, merci. Ok, très bien. Bon, voilà, un tout grand merci en tout cas pour cette invitation et pour l'opportunité d'échanger sur notre travail. Et j'en profite pour vous remercier pour l'organisation de ce webinaire parce que pour l'instant, j'ai assisté à de chouettes présentations de grande qualité. Alors, moi, je vais d'abord vous parler du projet Interreg dans lequel je travaille, qui est un projet Interreg européen. Et puis, je vous expliquerai brièvement l'e-santé, les enjeux, les différents domaines pour vraiment rentrer dans le cœur du sujet et pour discuter du rôle de l'infirmière dans l'e-santé et avec un exemple pratique et le partage de mon expérience. Donc, Interreg IT for Anxiety, c'est un projet qui réunit 6 pays européens différents et qui a pour mission d'inciter l'usage des nouvelles technologies pour la gestion de l'anxiété et dans la gestion de l'anxiété des patients en santé mentale. En fait, ça regroupe des entreprises, des universités, des centres de recherche, des hôpitaux qui ont tous le même objectif, vraiment arriver à gérer l'anxiété avec les nouvelles technologies en complément aux soins traditionnels. Et donc, c'est un projet très riche et concrètement, on met en place des études pour comprendre les besoins des utilisateurs en termes d'e-santé. On teste et on valide des nouveaux outils et on met en place des formations pour les professionnels et les futurs professionnels pour vraiment impliquer davantage les soignants dans l'implémentation et le déploiement des nouvelles technologies. Donc, vous entendrez certainement encore parler de ce projet, j'espère. Alors, quels sont les différents enjeux et qu'est-ce que l'e-santé? Donc, l'e-santé, c'est vraiment un concept dynamique qui représente l'utilisation de l'informatique pour améliorer ou pour que les soins aux patients se déroulent de la meilleure manière qu'ils soient. Et l'e-santé peut répondre à plusieurs problèmes que l'on rencontre actuellement, comme en tout cas à la crise qu'on a actuellement, comme celle de la crise sanitaire et qui a entraîné des confinements, des problèmes dans les chaînes logistiques, mais aussi ça peut répondre à la problématique du vieillissement de la population et puis aussi au problème de demande qui est bien supérieur à l'offre en termes de main-d'œuvre. Et quels sont les enjeux auxquels l'e-santé peut répondre? Eh bien, d'abord, elle peut améliorer la sécurité et la qualité des soins.
l'e-santé n'est pas une fin en soi, mais en tout cas, c'est un moyen de parvenir à améliorer cette sécurité, à améliorer cette qualité, mais aussi à améliorer l'expérience et le vécu du patient dans les hôpitaux, à améliorer le vécu des soignants aussi dans leur vie quotidienne. Ça peut faciliter l'accès aux soins, surtout quand on se trouve dans des déserts géographiques. Donc, ça rend l'accès à des experts ou à des médecins de manière plus facile et plus aisée. Puis ça fluidifie les échanges, ça facilite, ça améliore, ça accélère les échanges entre les différents professionnels de soins, de santé. Ça permet aussi aux patients d'avoir des contacts plus fluides avec leur médecin. Ça permet du coup de gagner du temps, soit dans le diagnostic, soit dans le début du traitement. Ça aussi permet de remettre et de redonner au patient un rôle dans sa santé. Ça le remet comme copilote et ça le rend de nouveau responsable dans le parcours de soins. Et donc, tout ça grâce à Internet, aux applications, aux appareils mobiles, le patient peut retrouver un rôle dans ses soins. Alors, quels sont les différents domaines? Ils sont larges et variés. Et voici un exemple de classification. Quand on parle d'e-santé, en fait, c'est d'abord tout ce qui a trait à l'information numérique et aux services de santé, donc c'est-à-dire la recherche d'informations médicales sur Internet, c'est-à-dire l'apport du numérique pour l'éducation thérapeutique des patients, aussi l'usage des réseaux sociaux de santé. Ça regroupe aussi tout ce qui a trait à la communication, la coordination et la collaboration avec le numérique. Donc là, je pense aux messageries sécurisées de santé, aux logiciels métiers qui permettent de prendre plus facilement des rendez-vous, par exemple, mais aussi aux dossiers patients, aux dossiers médicaux et au parcours patient qui peut être digitalisé et qui peut également structurer ce parcours patient. Et puis alors, il y a tout ce qui est télémédecine et santé mobile. Donc, télémédecine, c'est la téléexpertise, la téléconsultation, la télésurveillance. Et alors, santé mobile, c'est tous les objets connectés, comme par exemple cette montre que vous avez sur vous et qui permet d'enregistrer votre tension, des applications qui permettent d'enregistrer l'état émotionnel d'un patient, qui pourrait aider, par exemple, le psychiatre à adapter son traitement. Ça peut être un pancréas intelligent qui monitore la glycémie en temps réel du patient et qui adapte le traitement en conséquence. Enfin, vous voyez que c'est hyper large, que ça regroupe plein de choses très hétéroclites et qu'il est difficile de donner une définition bien définie puisque c'est aussi en constante évolution. Et quand on parle d'e-santé, avant de passer dans la pratique, on ne peut pas oublier l'éthique. Derrière l'e-santé se cache le mot innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est vraiment une solution que l'on trouve à un problème identifié. Et toute innovation, toute solution qu'on trouve doit se poser des questions éthiques. Et l'éthique est vraiment au centre de notre profession infirmière. Et donc, il faut réfléchir au fait que ce soit bien accessible à tous. Avant tout, ne pas déshumaniser les soins, garantir une relation de soins de qualité, garantir aussi la sécurité des données, bien entendu, intégrer les utilisateurs finaux, intégrer les patients ou leurs représentants, intégrer vraiment tous les acteurs dans cette innovation et cette solution, et alors évidemment respecter les droits fondamentaux. Et simplement, voilà, pour vous dessiner ici le contexte de l'e-santé, vous allez me dire, mais et moi, en tant qu'infirmier, quel est mon rôle? Qu'est-ce que je peux faire et en quoi ça me concerne? Eh bien, en fait, en effet, quand on parle d'e-santé, l'essor de la télémédecine, on a toujours peur de se demander comment garder l'empathie en distanciel, comment éviter quand même des erreurs médicales et ne pas faire confiance aveuglément à la technologie, comment tenir compte du ressenti du patient, comment pas déshumaniser les soins, ne pas avoir peur qu'on va être remplacé par des robots. Eh bien, je pense que l'infirmière elle-même peut répondre à tout cela. Pour moi, l'infirmière a vraiment une place de choix privilégiée auprès du patient, un rôle pivot, pour reprendre l'expression qui avait été utilisée dans une présentation précédente. Et
le soignant a vraiment une vision unique du besoin du patient, de ses propres besoins, des réalités du terrain, des contraintes du terrain. Et trop souvent, les innovations sont imaginées bien loin du terrain, bien loin des réalités, par soit une start-up qui pense avoir une bonne idée, mais elle est tellement loin des réalités du terrain que finalement, ce n'est pas quelque chose d'utile à l'infirmier en soi, ou bien alors imaginé par un centre de recherche qui est trop loin aussi des contraintes, ou bien alors par la direction qui n'a pas concerté peut-être toutes les équipes ou toutes les parties prenantes ou le patient. Et donc là, je pense que en tant qu'infirmier et en tant que soignant, l'importance de s'impliquer dès le départ dans l'implémentation d'un nouvel outil ou dans l'e-santé pour s'approprier l'outil plutôt que de le subir. Et donc, en se l'appropriant, on peut le modifier, on peut le modeler, on peut l'adapter et le rejeter si ça ne convient pas. Mais l'infirmière est vraiment au cœur des soins, le plus proche du patient et est à la source et est une source d'information inépuisable et qui doit être potentialisée. Cette innovation, elle est de toute façon inévitable, elle est partout, elle nous entoure et s'y intéresser, c'est finalement une petite victoire pour la comprendre, pour la rejeter en effet, parce qu'il y en a des milliers d'innovations, des applications qui sont inventées tous les jours et donc pourquoi pas la rejeter pour s'intéresser à une autre et pouvoir avancer avec l'innovation et en tout cas jouer un rôle dedans. Et maintenant, en pratique, comment est-ce que cette implémentation, cette innovation peut être une histoire de succès? Et là, j'ai envie de vous présenter ma propre expérience sur le terrain qui est l'implémentation des casques par réalité virtuelle. Donc, c'est l'hypnose par réalité virtuelle. Il s'agit d'un casque où on visionne un environnement immersif accompagné d'un casque qui transmet un script d'hypnose et qui permet au patient de gérer son anxiété et sa douleur tout en étant dans un état de conscience légèrement modifié. Il permet vraiment de se déconnecter de la réalité dans laquelle il se trouve. Et donc, en pratique, ce casque de réalité virtuelle est utilisé beaucoup en Belgique et à l'étranger, dans pas mal d'hôpitaux, à Charleroi, à Liège, à Bruxelles, à Namur, en psychiatrie, en pédiatrie, dans les soins dentaires, en maternité. Enfin, il y a pas mal d'indications. Et voilà, la firme qui est parfois loin de la réalité va vous dire, ben voilà, c'est du plug and play, il suffit d'appuyer sur le bouton et ça fonctionne, le patient est en immersion. Et là vient le rôle de l'équipe, vient le rôle de l'infirmière, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en réalité, implanter une nouvelle technologie, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, il y a tout un processus à mettre en place. Et la première chose que je voudrais expliquer avec cette illustration, c'est vraiment que la demande doit venir de l'équipe entière, intégrer tous les acteurs et les utilisateurs de la nouvelle technologie qu'on veut implanter. Une fois que la personne est mutée, si ça vient d'une personne ou d'une initiative individuelle, eh bien l'implémentation est vouée à l'échec. Et là, je pense vraiment à un outil qui avait été implémenté par une seule et même personne dans un hôpital à Liège qui avait changé d'affectation et finalement, l'équipe ne savait pas que cet outil existait et prenait simplement la poussière dans une armoire. Ou bien alors un service qui a cet outil, mais qui ne communique pas au service d'à côté, et alors que des échanges et un projet structurel aurait pu se mettre en place. Et donc là, je pense vraiment à mettre autour de la table toutes les personnes qui ont un rôle à jouer dans cette implémentation et mettre toute la multidisciplinarité ensemble, des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler, mais qui ont un objectif commun, qui est le patient, pour vraiment intégrer au mieux dans un projet institutionnel. Une deuxième leçon que j'ai apprise, c'est lorsque on a une idée, une innovation, on a envie d'implémenter un nouvel outil, c'est vraiment de bien identifier les objectifs de cet outil et le public ciblé. Ici, ça ne marche pas pour tout le monde, mais ça marche
pas non plus si on n'a pas vraiment identifié à la base les procédures, à qui on le propose, comment on le propose, dans quelle indication. Si on propose à tout venant, on va être confronté à des échecs multiples et finalement être découragé et ne pas l'utiliser. Ici, je pense par exemple à un patient, une patiente qui était en maternité, en plein travail. On lui a proposé le casque vraiment relativement tôt dans le travail. Il n'était pas encore assez, le travail n'était pas encore assez avancé pour voir la péridurale, mais donc cet outil-là a permis d'apaiser la patiente avant de pouvoir bénéficier de la péridurale parce qu'elle était encore à même de recevoir une aide extérieure et pouvoir solliciter des ressources en elle pour se concentrer et rentrer en hypnose. Si on arrive avec ce casque avec une patiente qui est hyper douloureuse, elle va nous envoyer paître avec le masque et ce ne sera pas la peine de lui présenter, elle ne sera pas ouverte à cette proposition. Donc vraiment, voir ensemble en équipe quels sont les meilleurs patients dans votre situation, dans votre unité et à quel moment le proposer, que tout le monde soit d'accord pour ne pas décourager les équipes en cas d'échec. Et puis alors l'importance de la formation et de l'information adaptée pour les différents utilisateurs. En effet, si on propose ce genre de casque à un patient sans lui expliquer de quoi il s'agit, simplement en disant ben voilà, vous avez mal, je vous mets ça sur la tête, ça ne marchera pas non plus. Il faut l'adhésion du patient et comment, en lui expliquant correctement les choses, en prenant le temps de lui expliquer. Et ici, là, je pense à une patiente qui était en scénologie dans un contexte de cancer du sein pour récidive, donc dans un contexte hyper anxiogène. Elle connaissait les biopsies du sein, elle avait mal vécu et donc hyper stressée, hyper angoissée. Et si on arrive avec la patiente en lui expliquant, ben voilà, on vous propose une immersion dans un environnement aquatique. Laissez-vous aller. À tout instant, vous pouvez retirer le casque si ça ne vous convient pas. Vous pouvez continuer à communiquer avec l'équipe soignante. On établit les règles à la base, à l'avance, c'est-à-dire qu'on vous touchera l'épaule avant de commencer le geste douloureux. Comme ça, la patiente peut vraiment rentrer en immersion sans être paniquée à savoir quand est-ce qu'on va me toucher, quand est-ce qu'on va me faire mal. Elle est prévenue. Et finalement, dans ce cabinet de radiologie, l'ambiance était vraiment très sereine. La patiente était décontractée. Le scénologue, du coup, était tout à fait décontracté et bien concentré sur le geste parce que pas pollué par une ambiance angoissante autour de lui. Et finalement, à la fin de la biopsie, la patiente a terminé sa session d'hypnose en disant merci pour cette expérience, alors que, vu le contexte, c'était quelque chose de très angoissant et anxiogène. Et finalement, on a amélioré et l'expérience du patient et l'expérience des soignants autour. Et là, l'importance d'expliquer, de parler, d'informer. Et là, j'en viens à mon dernier point qui est la peur de la déshumanisation des soins par ces nouvelles technologies. Et justement, je trouve que ce type d'outil permet justement de rendre et de remettre une place à l'anxiété, à la parole, aux mots que l'on peut mettre sur l'anxiété, sur la douleur, sur la peur. Avant de proposer cet outil, on dit voilà, on vous propose un outil justement pour gérer au mieux cette angoisse qui arrive à tout le monde dans un hôpital ou ailleurs. Et donc, là, j'aime bien utiliser l'exemple du fait que quand un patient rentre dans un hôpital, va à l'accueil, qu'il dépose sa carte d'identité, il dépose en même temps tout le contrôle qu'il a sur lui-même. C'est l'institution qui va décider de ce qu'il mange, du pyjama qu'il va le mettre, de quand est-ce qu'il se lève, de quand est-ce qu'il dort, de ces différents examens. Il va vraiment abandonner tout son contrôle. Et avec ce genre de système, on peut lui redonner du pouvoir dans la gestion de son anxiété et de sa douleur, parce que l'hypnose, les scripts d'hypnose suggère également des trucs et astuces pour s'auto-hypnotiser par la suite, simplement en se remémorant les images qu'on vient de visionner. Et donc, si à un autre moment, une situation anxiogène apparaîtrait, eh bien, le patient peut lui-même se remettre dans l'état de décontraction profonde qu'il aura connu grâce à ses lunettes de réalité virtuelle. Donc voilà, je vais terminer ici en simplement disant que
aussi pendant cette période, cette crise sanitaire du Covid, il y a eu d'autres possibilités aussi grâce à ces outils. Ça a été utilisé aussi en dehors de toute intervention douloureuse, simplement pour permettre aux patients de s'évader de ces 4 murs. Ça a permis aussi au personnel, en fait, soignant de s'octroyer quelques minutes de décontraction et d'évasion dans cette crise. Donc, en fait, il y a eu plusieurs autres applications qui ont pu déboucher grâce, en tout cas, c'est des opportunités qui sont sorties suite à cette crise. Et je voudrais terminer simplement en disant, voilà, l'e-santé n'est pas la solution à tout. Ça ne va jamais remplacer l'humain, ça ne va jamais remplacer l'infirmière. On aura toujours besoin de l'humain pour la relation, pour utiliser correctement ces outils. Et la relation de soins aura toute son importance. Elle va peut-être simplement être repensée et redéfinie pour pouvoir être complétée au mieux avec tous ces outils. Voilà, je pense que j'ai fait passer la majorité des messages que je voulais. Merci beaucoup. On avait deux petites questions, mais je pense que vous y avez répondu sur la fin de l'intervention. Voilà. Donc, il n'y avait pas d'autres questions Voilà. Vinciane, tu ne voyais pas d'autres questions? Mais je vais quand même lire peut-être les 2 questions qui ont été citées, comme Stéphane Delière veut faire un nouveau commentaire. Alors la première, c'est une question, les 2 questions sont posées par la même personne. Est-ce que l'e-santé n'est pas une illusion qui déshumanise encore plus? Le Covid a montré que la relation, la présence de quelqu'un Le son est coupé, Vincent. Peut-être répondre alors à la question, est-ce que l'e-santé n'est pas une illusion qui déshumanise encore plus? Alors, en effet, je pense que c'est la manière dont on l'utilise. Et en effet, pour prendre l'exemple par exemple de la téléconsultation en psychiatrie, par exemple, ça a permis de garder quand même le contact avec les patients et ça a permis, par exemple, aux psychiatres de voir le patient dans son environnement, comment il se présente, dans son entourage, dans son milieu de vie. Et donc, en effet, ça dépend de la manière dont on l'utilise, mais il peut aussi apporter d'autres informations auxquelles on n'avait pas accès lorsque le patient se présente au cabinet du médecin, par exemple. Mais en effet, il faut y accorder toute son importance pour ne pas se cacher derrière les écrans et passer plus de temps derrière les écrans qu'auprès du patient. L'objectif, c'est de bien choisir en effet les outils et pouvoir dégager du temps pour se consacrer à ce pourquoi on est infirmier, c'est-à-dire la relation du soin. Oui. Alors, le deuxième commentaire, dans l'e-santé, ne confondons pas un outil et une finalité. Le rôle de la parole en psychiatrie est central. Cet outil est intéressant, mais présenté comme cela, le soignant n'est plus soignant, mais un opérateur, un organisateur. N'est-ce pas une manière de se voiler la face et d'éviter de se poser la question du recrutement des infirmières? De manière un peu provocatrice, l'outil permet de dire « pas besoin de prendre du temps avec le patient, il y a le casque ». Eh bien, oui, c'est une bonne remarque. En fait, on remarque qu'en effet, si
on donne le casque sans explication au patient, sans prendre le temps de lui expliquer de quoi il s'agit, et simplement en se cachant derrière le casque, eh bien, le patient ne va pas y adhérer, ne rentrera pas en immersion et on n'aura pas arrivé à l'effet escompté. Et donc, en effet, le reproche justement que l'on a parfois de ce casque, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps pour présenter les choses aux patients, pour qu'ils soient participatifs, qu'ils comprennent et mettre des mots justement sur cette anxiété, sur cette douleur, sur la gestion non pharmacologique de la douleur. On a parfois tendance à donner une pilule sans même expliquer pourquoi on la donne et le résultat est le même. Ici, on donne un casque, mais on est obligé d'avoir la participation du patient. Pour avaler la pilule, un peu moins. Donc, je trouve que dans ce sens-là, la communication a tout son sens et si on ne passe pas par là, on n'arrivera pas à l'effet escompté. Alors, troisième question, commentaire d'une autre personne qui est infirmière spécialisée et qui travaille dans une équipe interdisciplinaire avec 2 psychologues et une ergothérapeute. Le but de leur travail est que les patients de 60 ans et plus dans des situations complexes puissent rester à domicile. La question, c'est comment travaillez-vous avec le domicile et les patients âgés? Les patients peuvent-ils avoir un accès à ce type de pratique en dehors de l'hôpital? Alors, en effet, ce genre d'outil est disponible dans les hôpitaux, dans les centres de soins ou dans les équipes mobiles. Il y a des équipes qui se baladent avec cet outil et nous avons une bonne adhésion du public âgé. Donc, ça peut tout à fait être utilisé sur la longueur pour, par exemple, le suivi de douleurs, ou bien pour des soins douloureux, par exemple, chez la personne âgée, si on a un pansement compliqué et douloureux, il est utilisé et ça fonctionne et on n'a pas de réticence comme on aurait pu le croire au départ à cause de l'âge. Donc la personne âgée est vraiment aussi adhérente et participe et rentre facilement en immersion autant que l'enfant et que l'adulte. Donc là, il n'y a pas de limite d'âge en tout cas. Et il y a des formations qui se font ou Oui, tout à fait. Donc, il y a une formation obligatoire qui est fournie avec l'outil et avec un certificat. Et en effet, elle est indispensable. On voit bien que si les mots utilisés ou la manière de présenter l'outil ne suit pas un certain protocole, bien, on n'obtient pas l'adhésion du patient. Donc, en effet, il y a une formation qui est fournie. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre personne qui vous demande si vous avez des expériences dans le soin à domicile. Personnellement, je n'ai pas d'expérience en soins à domicile. Alors, on a une personne qui travaille en maison de repos et qui nous indique qu'ils commencent à utiliser du billet dans la réalité virtuelle et que pour le moment, les constats sont positifs. Super. Alors, une question très pratique, quel est le coût de cet outil? Alors, mais je ne suis pas représentante pour la société pour laquelle, pour une de ces sociétés en tout cas, mais donc à la louche parce que je ne peux pas certifier les tarifs actuels, mais ici, c'était plus ou moins autour de 1 000 € pour l'outil et puis alors une licence annuelle autour des 2 000 €. Donc, pour un particulier, c'est évidemment un coût. C'est plutôt à l'usage des institutions ou des groupes, des centres médicaux ou hôpital, mais pas pour une personne individuelle. Et alors, une dernière question de l'infirmière spécialisée qui a déjà posé des questions en équipe interdisciplinaire de soins à domicile. Elle demande s'il y a un service qu'ils peuvent contacter pour le Hainaut. Alors, il y a plusieurs outils du genre. Donc, il y a des Belges, mais il y a aussi des Français et qui sont sur le territoire. Et donc,
je vous invite, moi je peux fournir certains noms avec grand plaisir, mais si vous allez par exemple sur patientnumérique.be qui regroupe pas mal d'outils validés dans le domaine, ou bien si vous googlez réalité virtuelle et hypnose, vous aurez toute une série de services adaptés, et pour ne pas faire de publicité ici, il y a quelques services différents qui existent et qui sont valables et validés scientifiquement. C'est facile à trouver. Voilà, il n'y a plus de questions dans le questionnaire. Très bien. Un tout grand merci. On va peut-être passer à la suite pour ne pas être trop tard. Puisque madame... Voilà. Donc maintenant, nous allons accueillir madame Tribels-Gabriel, qui est directrice de la maison de repos et de soins résidence Regina de Inago, qui se situe à Moresnet. Et elle va nous présenter le projet de vie Tube, une maison où il fait bon vivre, vivre comme chez soi. Donc, Madame Tribels a une licence en droit et elle est directrice de la maison de repos. Elle a suivi une formation de direction de maison de repos à l'IF à PME. Et à savoir que la résidence Regina fait partie des 3 maisons de repos wallonnes qui ont participé au projet pilote de la Fondation Roi Baudouin sur l'implantation de la philosophie Tube en Belgique. Et cette formation, enfin cette philosophie de soins est tout à fait novatrice et permet de donner plus d'indépendance aux patients. Donc, Madame Tribels a eu un parcours, elle a été avocate pendant 17 ans et elle s'est complètement reconvertie, et aujourd'hui, après 2 ans à Regina, elle peut dire qu'elle est très épanouie dans son changement professionnel et parle de la méthode Tube avec beaucoup de passion. Voilà. Oui, un grand merci. Bonjour à tous. Bonjour. C'est une grande première pour moi, donc je vais essayer de faire ça le mieux possible. J'étais habituée aux salles d'audience, mais pas à des webinaires. Voilà. En effet, je me suis complètement reconvertie. Je travaille maintenant dans une maison de repos, dans le cadre de laquelle on a un projet qui s'est développé. Et je ne parlerai plus aujourd'hui d'un projet, mais une philosophie de vie de tous les jours. Alors, pour un peu planter le décor, je dirais que je parlerai un peu théoriquement de ce modèle de vie en maison de repos, pour ensuite vous parler plus dans le concret. Je pense que ça parlera plus aux personnes qui nous écoutent que tout ce qui est fort théorique. Alors, le modèle Tube, il vient d'où? Il vient de la Suède, ces pays scandinaves, où il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en réalité mises en pratique, et je pense qu'ici, on a vraiment touché quelque chose qui peut être très bénéfique pour tous nos aînés. Vous n'êtes pas sans savoir que des personnes âgées aujourd'hui deviennent quand même de plus en plus âgées et sont souvent en perte d'autonomie à la fin de leur vie, et cherchent souvent des solutions pour pouvoir les placer. Et le membre de la famille va alors se dire je vais chercher une maison de repos pour pouvoir y inscrire mon parent. Mais le changement d'une personne qui est placée en maison de repos est souvent accompagné d'une perte d'autonomie, comme je l'ai dit. Et la plus grande difficulté, c'est pour la personne âgée d'accepter la perte de son environnement familier et personnel, son, comme on appelle, chez soi. Il devra s'adapter à un nouvel environnement et même à un nouveau mode de vie. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que les choses commencent à changer, mais on se retrouve quand même encore
souvent confrontés à une mentalité très paternaliste des personnes âgées, en pensant que, en fait, on peut penser à leur place. Nous savons ce qui est bon pour vous, laissez-nous faire. Euh, c'est ce que pensent beaucoup de familles, beaucoup de parents, beaucoup d'enfants de ces personnes âgées et aussi le personnel qui travaille en maison de repos, alors que j'estime justement que c'est à l'inverse de ce qu'on doit appliquer en maison de repos. Alors, je vous l'ai dit, ce modèle TUBE, c'est un modèle d'organisation totalement différent de ce qu'on connaît habituellement. Il est pratiqué et appliqué dans différentes maisons de repos dans une commune rurale de l'ouest de la Suède. Et c'est un modèle qui est axé sur le relationnel et la responsabilité des personnes âgées. Le modèle TUBE, en fait, on remet le résident au centre de toutes les attentions. Il y a deux aspects principaux, un environnement agréable et stimulant pour les résidents, mais aussi un lieu de travail motivant pour le personnel. On inclut les personnes âgées dans toute l'organisation de leur lieu de vie. On renverse vraiment ce modèle organisationnel afin de s'adapter vraiment à leurs besoins et à leurs souhaits. En Suède, cela va même, et ça c'est pas chez nous, cela va même jusqu'à la participation des résidents dans des entretiens d'embauche, par exemple, dans des groupes de travail très différents qui permettent la vie en communauté. Il faut toujours se remettre dans la peau d'une personne âgée et il faut toujours penser j'aimerais bien ou qu'est-ce que je souhaiterais à son âge pour pouvoir terminer ma vie. Il faut qu'elle se sente comme chez elle et qu'elle puisse encore s'exprimer comme elle pourrait s'exprimer chez elle. Alors, il y a plusieurs principes de base dans le modèle TUBE. L'autonomie, je vous l'ai dit, le résident décide pour lui-même, pas quelqu'un d'autre. La codécision, donc tout ce qui concerne sa vie personnelle, ses soins, sa toilette, son repas, ses heures de lever, de coucher, c'est lui qui décide avec le personnel. Il faut une certaine ouverture au monde extérieur, donc participer avec des écoles, les intégrer dans la vie de tous les jours, faire intervenir des bénévoles dans la maison de repos. Il est aussi important, quatrième principe, que le relationnel soit remis au centre des préoccupations. Et je dirais même que le relationnel doit être primordial, doit être mis au centre et les soins, même si j'estime que c'est particulièrement important, je ne suis pas infirmière, mais je les considère avec beaucoup d'attention, mais le relationnel est pour moi encore plus important. Et alors, un des derniers principes, c'est l'unicité. Donc, chaque résident a ses propres besoins. Il s'agira de les respecter, donc pas faire de généralité. Alors, au niveau de la mise en œuvre de ce projet TUBE, il faut mettre plusieurs choses en place. Il faut créer un milieu de vie comme chez soi, pas un environnement médicalisé, pas du tout. Donc, la salle à manger, on doit la redécorer, on doit demander l'avis des résidents, la repeindre, choisir un mobilier qui est adapté à la personne âgée. Et je dirais, j'ai plusieurs fois vu des reportages de nouvelles maisons de repos qui sont construites. Et pour ma part, qui suis au début de la quarantaine, je les trouve magnifiques. Quelque chose de très moderne, avec des grandes baies vitrées. Mais je me pose toujours la question, est-ce qu'on a demandé à ces personnes âgées si ça leur plaît? Parce qu'au final, un environnement moderne n'est pas toujours adapté à la personne âgée. Donc, je me dis toujours, on construit de nouveaux bâtiments, mais est-ce qu'on se met toujours à leur place? Il faut aussi penser à mettre à profit les forces du résident. Nous créons des petits potagers, elles font leur soupe, ils font leur soupe ensemble. On les interroge sur les vieilles recettes qu'ils faisaient dans leur temps et on intègre ça dans la vie de tous les jours. Il faut aussi, je pense, avoir plus de cohésion. Donc, on vit en maison de repos, on ne vit pas en milieu hospitalier. Donc, le personnel, j'aimerais, c'est un projet à moi, qui ne porte plus de vêtements de travail médical. J'ai pas dit pas de vêtements de travail, vraiment un vêtement de travail médical, la blouse blanche.
je bannis complètement. Donc, le personnel doit pouvoir manger avec le résident. Bref, il faut une mise à niveau égale de tous les résidents et du personnel. Il faut respecter le rythme du résident. Donc, entrer en maison de repos, vous demanderont souvent, on déjeune à quelle heure, on dîne à quelle heure, on soupe à quelle heure. Bien sûr qu'il y a des créneaux horaires qu'on a aussi fixés à Regina, mais j'estime, et c'est comme ça que le personnel fonctionne, quelqu'un qui souhaite dormir un peu plus tard, ben, on s'adaptera. La vision de l'organisation, il faut la transformer. Il faut prêter une plus grande attention à certains éléments, un cadre de vie et de travail, plus adapté aux résidents, comme je l'ai déjà dit. Surtout, faire un accueil chaleureux du résident. Donc, on évitera de dire admission d'un résident. Non, il intègre son milieu de vie. Voilà, ce sont toutes des petites choses à mettre en pratique. Alors, je vois que le temps avance. J'avais préparé beaucoup de choses parce que c'est vrai que j'adore, je me passionne beaucoup de ce modèle. Regina, on a commencé en 2017 et on a mis plusieurs choses en œuvre. Et pour que cela fonctionne bien, je pense que chez nous, et je vais vous parler de chez nous à Regina, donc c'est une maison de 93 résidents qui travaille sur 4 étages et on travaille de manière horizontale, c'est-à-dire que chaque unité de vie, on appelle plus à des étages, ce sont des unités de vie, comporte 23 à 24 résidents et je n'ai pas du personnel, sauf une volante en matin et en soir, qui travaille de manière verticale. On travaille de manière horizontale pour créer ce milieu familial avec les résidents. Il faut pouvoir obtenir l'accord du résident pour toute question relative à sa vie, c'est-à-dire qu'une entrée en maison de repos, on refusera s'il n'y a pas d'accord du résident. L'accord du résident, même une personne démente peut le donner. Il suffit d'observer son regard, sa façon de réagir. Donc l'inscription sur la liste d'attente ne se fera pas sans l'accord du résident ni son entrée. Et je peux vous dire que j'ai eu plusieurs conflits avec des familles où j'ai moi-même ramené un résident qui était en court séjour chez nous, qui refusait le passage en long séjour. Je l'ai moi-même ramené à son domicile. J'étais persuadée que c'était une personne qui avait besoin de soins quotidiens. C'était pas ça le problème. Mais il avait les capacités cognitives de décider pour lui-même. Il avait décidé de ne pas vouloir rester. Je l'ai ramené. Il s'avère que 48 heures plus tard, il m'a retéléphoné pour venir en long séjour. Et du coup, l'entrée en maison de repos s'est faite de manière beaucoup plus sereine pour cette personne. Nous travaillons avec 5 éducatrices. 5 éducatrices qui ont été engagées, pas toutes à temps plein, mais quand même 5 personnes sont là assez souvent. Nous travaillons avec ces éducatrices en journée, c'est-à-dire qu'elles rejouent le rôle de maîtresse de maison. Elles arrivent à 8h, 8h30 et elles passent la vie toute la journée avec les personnes en salle de vie, ce qui permet alors au personnel soignant, justement les aides-soignantes, les infirmières, de se consacrer à leurs tâches respectives. Et ces maîtresses de maison prennent en charge les petits déjeuners, les animations, la préparation des repas avec eux. C'est vraiment toute une vie qui se déroule. Ça signifie aussi que le résident, il passera sa vie dans l'unité de vie et plus dans sa chambre. Ça veut dire aussi que le résident qui passe sa journée en famille, je vais dire avec les autres résidents et l'éducatrice, ne sonnera pas constamment pour avoir son verre d'eau, pour avoir une présence, puisqu'il aura la présence en unité de vie. Ça veut dire qu'un résident qui passe sa journée avec une animation sera aussi légèrement plus fatigué en soirée, n'aura pas besoin de somnifères, donc on a diminué les somnifères, diminué les anxiolytiques, diminué le nombre de sonnettes par jour. Donc beaucoup de gens vont vous dire « Ah, mais ça demande un certain budget ». Pas nécessairement puisqu'on déplace le budget que vous consacrez aux soignantes et aux infirmières. Ben, c'est vrai qu'on est en recherche de personnel et le personnel, on sait très bien qu'il est difficile à trouver, mais si vous engagez des éducatrices, cela permet justement de pouvoir se consacrer au bien-être du résident et en même temps d'assurer une certaine qualité de soins donnée par du personnel qui a plus de temps pour le donner que ce qu'on entend dans plusieurs maisons de repos.
nous mettons beaucoup d'importance sur l'être et pas le faire. Donc, j'aime voir mon personnel passer du temps à côté des résidents sans devoir nécessairement être dans la salle de garde en train de ranger les médicaments ou en train de faire du rangement. J'aime rentrer dans une unité de vie où je vois un infirmier assis à côté d'un résident et passer du temps. Euh, je pense qu'il faut pouvoir lâcher prise par rapport aux idées préconçues qu'on a du travail d'un soignant, d'un infirmier. Euh, Vous savez, un résident attachera de l'importance aux soins, j'ai pas dit le contraire, mais passer 5 minutes, 10 minutes à lui parler, il se sentira beaucoup plus apaisé et le soir, vous pourrez le donner de manière beaucoup plus apaisée aussi vis-à-vis du résident. Ce que nous avons aussi mis en place, c'est par exemple pour les anniversaires des résidents. Dans plusieurs maisons de repos, vous avez des principes qui sont mis en œuvre. On les fête une fois le mois, on les fête ensemble. Donc, chez nous, l'éducatrice, justement, ira trouver la personne, le résident qui fêtera bientôt son anniversaire. Et c'est au résident à finalement choisir le comment voudra-t-il euh, fêter son anniversaire. Euh, de nouveau, comme chez soi, chez vous à la maison, vous décidez aussi pour vous-même comment vous souhaitez le fêter et le choix du résident sera alors respecté et mis en parfois, c'est uniquement boire une tasse de café avec l'éducatrice dans la cafétéria et ce sera alors mis en œuvre. Nous avons aussi alors décidé de créer ce qu'on appelle un comité de loisirs. Et dans cette, dans cette notion de comité de loisirs, en fait, nous avons un budget qui est mis annuellement à disposition de chaque unité de vie, un budget annuel qui est prédéterminé. Et le personnel peut décider de ce qu'il souhaite en faire sur l'année. Donc, les activités sont gérées par ce compte. Les repas à thème, nous faisons beaucoup de soupers à thème. Nous faisons beaucoup d'activités avec les résidents, mais toujours, ça je reviens à chaque fois, après leur en avoir parlé. Euh, et ce fameux, les personnes qui m'écoutent et qui connaissent les différentes législations qui nous obligent à prendre certaines mesures, le conseil des résidents, par exemple, qui est obligatoire, nous l'organisons plus de manière scolaire, je veux dire, où on met les résidents en cercle et on les interroge, on leur demande. C'est quelque chose qui bloque le résident, donc ce qu'on organise, c'est des déjeuners buffets et puis on se prend le temps de discuter avec eux et c'est dans la discussion qu'on entend les souhaits, les besoins des résidents et qu'on va alors établir avec eux certains projets dans le temps. Alors, les effets positifs de ce modèle tube, je vois que le temps avance et je crois que j'en aurai encore beaucoup à vous dire, c'est qu'il y a peu de sonnettes, beaucoup de joie de vivre dans la maison, on rigole vraiment beaucoup. J'ai du personnel qui s'y sent bien parce qu'à partir du moment où vous créez un lien familial avec le résident, fatalement, le personnel se sent aussi impliqué dans la vie du résident et j'entends régulièrement quand même que le personnel se sent lui aussi intégré dans cette vie journalière. Et j'ai très peu de turnover au niveau du personnel. Une fois qu'on arrive à Regina, j'ai l'impression qu'on ne souhaite pas le quitter. De demandes d'emploi, j'en reçois quand même encore régulièrement, même si on sait que c'est un secteur assez fermé, mais j'en reçois. Euh, Au niveau de la maison de repos en tant que telle, je pense que au fil du temps, on se fait un peu connaître. J'ai une liste d'attente pour intégrer la maison de repos incroyable, alors que d'autres maisons sont difficiles à la remplir. Comme je vous ai dit, on a diminué les somnifères, les anxiolytiques. Donc tout ça, ça ne peut être que positif par rapport à d'autres maisons de repos. Donc je ne peux que proposer et inciter les maisons de repos à mettre en œuvre ce modèle. Bien sûr, je n'oublie pas la pandémie qui nous a touchés l'année dernière et ça a été évidemment très difficile pour nous de se dire qu'à un moment donné, euh, nous devions prendre des décisions à la place du résident, puisqu'en général, c'était l'inverse. Et mentalement et moralement, ça a non seulement été difficile pour les résidents, mais je vous assure aussi pour le personnel, de se dire à un moment donné, voilà, on vous oblige à rester dans la maison de repos, vous ne pouvez plus aller avoir de visite, ça allait à l'encontre
vraiment de cette philosophie. Et, ça a été très difficile pour nous. Et je peux vous dire qu'on a dû fermer 3 fois parce qu'on a été impacté 2 fois par le Covid. À la 3e fois, ça m'a été vraiment très loin et je crois que je ne le ferai plus. Mais voilà, le bien-être mental a été très mis à l'épreuve, aussi bien pour les résidents, mais aussi pour le personnel. Difficile d'imposer des règles à des résidents qui ont l'habitude de vivre en totale liberté. Donc voilà, à Regina, nous vivons quelque chose de, de très jovial et j'ai un personnel qui est très engagé pour les résidents. Je les remercie d'ailleurs tous. Il y en a certains qui m'écoutent. Tant mieux. Et voilà, le personnel, je leur demandais de présent le week-end. On a demandé aux éducatrices de venir en week-end au moment où on a dû fermer les maisons de repos. J'ai jamais eu de refus. Donc voilà, ça ne peut être que bénéfique pour les maisons de repos. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je laisse peut-être le soin comme les pose. Moi, je vais déjà juste dire une chose, c'est que, en étant directeur des soins d'une maison de repos à Woluwe-Saint-Lambert, je viens visiter de suite votre maison de repos. J'ai vraiment envie de venir voir Mm, en vrai sur le terrain ce que ça donne, parce qu'on avait participé aussi à ce projet, mais on n'a malheureusement pas été retenu. On fait pas mal de choses que vous avez déjà, que vous avez citées, mais on ne va probablement pas aussi loin et on ne va pas aussi en profondeur. Et donc, ça serait intéressant de pouvoir échanger. Je retiens. Si vous voulez bien m'accueillir une fois. bien sûr. Alors, il y a Voilà. une première question. Pour travailler de cette façon, n'est-il pas nécessaire d'avoir plus de personnel? Euh, Peut-être plus d'éducatrices, mais comme je l'ai expliqué dans mon exposé, le personnel que vous engagez pour la prise en charge journalière du résident, vous évitez d'engager du personnel soignant supplémentaire. Donc, au final, ça revient, vous retrouvez votre équilibre. Donc, je pense pas, mais on doit changer de secteur dans l'engagement. Voilà. Alors, une deuxième question. Le système TUP convient-il à des personnes légèrement démentes? Bien sûr, à Regina, nous avons des personnes légèrement et même fortement désorientées. D'ailleurs, on a fait choix de ne pas créer de canton en tant que tel. Donc, nous laissons de nouveau le résident choisir de rester sur l'étage du deuxième, oui ou non, alors qu'il y a des personnes qui présentent des troubles cognitifs. Et la vie se passe très bien dans le respect mutuel des résidents. Bien sûr qu'il y a certaines difficultés, hein, mais ça convient très bien pour les personnes démentes. Et même une personne désorientée saura exprimer ce qu'elle souhaite. Il y a juste besoin de plus de connaissances de son dossier de vie, mais vous saurez le mettre en pratique, bien sûr. On le fait. Et j'ai eu la chance de visiter la maison, moi, Olivier. Hein. Et j'ai pu constater justement qu'il y avait une espèce de... Pour avoir travaillé dans un cantou pendant quelques années où j'avais un peu l'impression qu'on était arrivé au bout et que les gens ne remontaient pas plus haut, stagnaient, voire même déclinaient. Là, j'ai eu l'impression qu'il y avait une espèce d'entraide entre patients légèrement déments et pas déments. Il y a une espèce Tout à fait. d'osmose et pas de malveillance, Mhm. vraiment une bienveillance des autres patients envers les autres. Pas tous, hein, mais voilà. Oui, c'est exact. Vous avez un résident qui a difficile de couper sa viande, ben, c'est le voisin qui va l'aider, par exemple. Cette entraide, elle se fait de manière naturelle, vraiment. Oui. Alors, que se passe-t-il une fois que le résident ne sait plus décider pour lui-même ou même ne sait plus participer à la vie associative? On s'adaptera, donc ne sait plus décider pour lui-même. Voilà, il faudra voir si cette personne a besoin alors réellement d'un administrateur de la personne ou pas. Ça, c'est une analyse qu'on fait en interne. Et fort heureusement, là-dedans, je pense que je suis encore assez capable de conseiller le personnel. Bien sûr que nous intégrerons toujours les familles, aussi les enfants, et au niveau des activités communautaires, comme je l'ai dit dans le cadre de mon exposé, on pense toujours qu'il y a le faire. Donc le faire la soupe,
faire des jeux de société, mais on oublie l'être, les massages des mains, les bains confort. Il y a tout ça qui peut entrer en ligne de compte et une personne qui n'est vraiment plus capable, on en a, plus capable de participer, elle participera d'une autre manière. Rien que la présence de la personne, on l'amènera en unité de vie. Elle restera peut-être assise et ne participera pas, mais elle sera avec nous. C'est déjà lui rendre hommage et le laisser participer sans même être manuellement à la tâche. Intégrez-vous les familles dans la vie de la maison de repos? Bien sûr, bien sûr. Ça a été aussi un grand choc pour nous de ne pas les intégrer. Donc, nous les intégrons non seulement en les appelant en tant que bénévoles, mais aussi lorsque nous faisons des grosses activités, bien sûr, depuis 1 an et demi. Lorsque nous faisons des grosses activités avec des visites, je pense à la visite à Banu une fois l'an, nous demandons aux familles de nous accompagner, bien sûr. Le dîner de Noël est toujours avec toutes les familles, sauf l'année dernière. Mais nous essayerons d'éviter que la famille prenne les décisions à la place du résident. Lorsque les familles demandent à nous rencontrer, nous acceptons et nous insisterons toujours pour avoir le résident avec dans la discussion. Alors, dans cette organisation centrée sur l'unité de vie et non sur un modèle hospitalier, quelle est la manière de vivre la perte d'un résident? Comment faire place au deuil? Oui, j'ai pas parlé des effets négatifs et je pense que la question m'avait été posée par Monsieur Massotte lorsqu'il est passé. On me la pose souvent. Mais alors, quel est l'effet négatif de ce modèle? Y en a-t-il là? Oui, et je réponds toujours à cette question par un effet négatif. C'est la perte d'un résident. C'est très difficile parfois pour le personnel, mais j'ai du personnel formé en soins palliatifs. Euh, Prenons alors en charge ce deuil en réunion d'équipe. Euh, donc, c'est l'effet le plus négatif, je pense, de ce modèle tube, c'est qu'un résident qui s'en va, c'est très douloureux pour l'équipe puisqu'on s'y est attaché d'une autre manière. Ces réunions d'équipe, j'ai oublié de le préciser dans l'exposé, on les fait toujours de manière pluridisciplinaire, donc ce ne sera jamais du personnel uniquement soignant. Il y est intégré toujours le personnel euh, de nettoyage dans la réunion d'équipe, les kinés, l'éducatrice, donc tous ceux qui travaillent sur l'unité participent à ces réunions. On n'exclut aucun membre. Voilà. Alors, faut-il un leadership particulier pour ce projet Tube? C'est vrai que nous avons été, je n'étais pas encore à Regina à l'époque, il y a maintenant quelques années. On a débuté avec un coach qui a d'abord convaincu le personnel et la direction. Et au niveau du leadership, c'est vrai que je me considère souvent plus à leur écoute voilà, je suis à leur service plutôt que l'inverse par rapport au personnel et par rapport aux résidents. Donc, oui, il faut que la direction ait une autre vision des choses. Oui, bien sûr. Alors, une autre question et on revient sur la démence. Est-ce que vos unités de soins sont organisées en fonction du stade de la démence? Pas nécessairement. On s'adaptera, comme je l'ai dit tantôt, suivant la capacité de participation, mais il n'y a pas quelque chose qui est prédéterminé. Ce sera à chaque fois au cas par cas. Il n'y a pas. Alors maintenant, on en arrive à des questions géographiques. Savoir où est développé ces projets Tube en Wallonie, uniquement à Bruxelles. Non, partout en Et Wallonie. où on peut avoir des informations de maisons de repos où sont mis en place ce projet? Alors, je pense qu'il suffit d'aller voir sur le site de la Fondation Rabaudouin. L'année dernière, début 2020, un nouvel appel à projet a été lancé par la Fondation Rabaudouin. Un budget a été débloqué et chaque maison qui a été sélectionnée a reçu un budget, je pense, de 5 000 € avec l'octroi d'un coach. Donc, c'est développé vraiment dans toute la Wallonie à présent. Mais ils sont dans l'établissement du projet, hein,
sont dans les débuts, puisqu'avec la pandémie, ça a été un peu mis de côté. Oui, nous, le projet aurait dû commencer donc à la Barcarolle à Stambert, donc une maison de repos du CPS de Verviers. Le projet aurait dû commencer initialement l'année dernière et n'a commencé réellement. Le premier contact avec le coach a eu lieu au mois de mars, ici cette année, quoi. Mais la réunion a intégré tout le monde, comme Madame Tribels l'a dit, le personnel d'entretien, de cuisine, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, ergologues et compagnie. Ah, je vois que quelqu'un a dit, je n'ai pas trouvé la liste sur le site de la Fondation Roi-Baudouin. Il faudra peut-être envoyer un mail à la Fondation parce que je sais que toutes les personnes qui veulent se renseigner sur le modèle tube prennent souvent contact avec la Fondation Roi-Baudouin et je reçois énormément d'appels en me disant votre numéro m'a été donné par la Fondation Roi-Baudouin, donc je pense qu'ils ne sont pas contraires à vous donner quelques pistes pour vous renseigner. Madame Tribet, je pense aussi qu'on peut rappeler que sur le site de la Fondation Roi-Baudouin, ou une simple recherche Google et on arrive sur la vidéo YouTube de la Fondation Roi-Baudouin, il y a la version courte et la version longue. Et tous les renseignements sont là et le matériel didactique est aussi disponible gratuitement, soit en PDF, soit par envoi physique, quoi. Ok. Y a-t-il encore d'autres questions? Alors, une dernière question peut-être. Est-ce que vous avez eu besoin d'investir à plus de personnel que celle des normes? Si oui, beaucoup. Non, bien sûr qu'on dépasse les normes, puisque sans dépassement des normes, on n'arrive même pas à fonctionner. Parce que les normes, je pense qu'elles sont largement dépassées au niveau de la vision du législateur, mais je ne dépasse pas de manière significative. Donc, je peux vous dire que j'ai un dépassement raisonnable qui est normal, comme dans toutes les maisons de repos. Où je dépasse peut-être plus, c'est en KEL, kiné, ergologo un petit peu et en éducateur. C'est tout. Non, je pense qu'il n'y a plus de questions. Non, je ne pense pas. Merci pour votre participation. Bien sûr, il y a des attestations de présence qui seront envoyées et un questionnaire d'évaluation. Pardon, Vincent. Je remercie à nouveau nos sponsors SITI, Randstad Médical, Saint-Luc UCL Bruxelles et l'UJIP. Merci aussi à Wouters de l'UJIP pour avoir réglé tous les problèmes techniques. Et vous rappelez le dernier mercredi de mai, donc le 26 mai, nous aurons la théorie du confort de Catherine Kolkaba, une vision pour une pratique des soins infirmiers holistiques par Cécile Gaillet, infirmière maître assistante à ELA, catégorie paramédicale département soins infirmiers à Tournai-Moucron, et à la recherche du bonheur en 2021 par Audrey de Donder, infirmière, maître assistant, haute école Léonard de Vinci. Donc, comme vous l'aurez constaté, on est aussi dans une vision positive et nous avons choisi des intervenants pour des interventions positives. Merci à tous et à toutes et à mercredi prochain.